Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au bistrot Marcel-Lavallée de la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel au nom de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français et de la Bibliothèque publique d'Ottawa. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition de la Croisée des mots. Ce soir, nous recevons l'auteur Jean Mossen-Famy. Dans quelques instants, j'aurai la chance de m'entretenir avec lui, de lui poser des questions que j'ai préparées. Et vous aussi, après notre période d'entrevue, vous aurez, si vous le désirez aussi, la chance de poser des questions à l'auteur. Alors, comme d'habitude, si vous étiez des nôtres lors des éditions précédentes, la formule est la même. On a quelques petits discours. Et ensuite, qu'est-ce qui est particulier de notre série, c'est qu'on invite l'auteur à nous lire d'emblée, avant même de commencer l'entrevue, un petit bout, un petit extrait, 5 à 7 minutes environ, de ce qu'il a écrit, dans ce cas-ci, le roman « La Sultane dévoilée ». Et sans plus tarder, puisque bien sûr, cette soirée se passe sous l'égide de l'Association des auteurs de l'Ontario français, des auteurs et auteurs de l'Ontario français et de Bibliothèque publique d'Ottawa, j'inviterai Cathy Fisher, qui est vice-présidente du conseil d'administration de Bibliothèque publique d'Ottawa. J'inviterai à monter sur scène et à prendre la parole. Madame Fisher. Bonsoir et bienvenue de la part de la Bibliothèque publique d'Ottawa. C'est avec plaisir que je vous accueille ce soir pour la troisième séance de la série littéraire, La Croisée des mots. La série mensuelle invite son auditoire à découvrir des auteurs canadiens-français et leurs œuvres littéraires. La série s'est concrétisée grâce à notre collaboration avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français et nos partenaires à la Bibliothèque et Archives Canada et la Nouvelle-Scène. La rencontre de ce soir met en vedette un auteur avec un portfolio qui reflète sa maîtrise de la langue française. Jean Mossen-Famy est né au Caire, en Égypte, et ensuite immigré au Canada. Je viens juste de découvrir que, avant de venir ce soir, je me disais Jean Famy. Je connais Jean Famy. Alors, il y a longtemps, j'ai travaillé avec la femme de Jean Famy. Alors, je suis arrivée, puis je regardais une madame, j'ai dit je la connais bien. Alors, c'est toujours bien de retrouver des gens avec qui on a travaillé. Alors, ça me fait le plaisir de vous revoir. Il fut professeur de littérature et de civilisation française à l'Université d'Ottawa. En tant qu'auteur, son savoir étendu agrémentait ses œuvres. Ses romans historiques sont complimentés par des détails fictionnels, mais vraisemblablement qui piquent l'intérêt de ses lecteurs. J'ai de la misère à lire un petit peu avec mes lunettes. L'ensemble de ses œuvres témoigne de son appréciation pour l'histoire et des cultures arabes et nord-américaines. J'aimerais en passant aussi mentionner que la Bibliothèque publique d'Ottawa encourage plusieurs sortes de littératie. La littératie musicale, la littératie alimentaire, par exemple. Je note alors que le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. Bon, avant de redonner la parole à Yves, j'aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Ah, ça l'approche déjà, hein? La première portion des séances fut un succès. Nous allons prendre une pause pour le mois de décembre et la série reviendra en force durant la nouvelle année. Alors, merci, Yves. Bonsoir, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir en si grand nombre ici ce soir. C'est vraiment fantastique. Comme Cathy l'a dit, merci Cathy, comme elle l'a dit, on achève la première portion, on va poursuivre en janvier, février, mars, avril, mai. Vous avez des dépliants sur les tables avec le programme. On vous invite à répandre la bonne nouvelle le plus largement possible. Jean Famy, ancien président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français pour une période de 4 ans, qui a travaillé vraiment énormément pour l'avancement de l'association.
Je me réserverai seulement un petit moment pour parler des prix et distinctions qu'il a reçus, parce que vraiment, c'est quand même assez impressionnant. Pour Frères ennemis, en 2009, finaliste du prix Trillium, finaliste du prix d'Ottawa, finaliste du prix Christine Dumitriou-Van Sanen à Toronto, également Grand Prix du Salon du Livre de Toronto. Pour Alexandre et les trafiquants du désert en 2008, finaliste du prix du Livre d'Ottawa, L'agonie des dieux en 2005, prix Trillium, qui est le prix le plus prestigieux, le prix littéraire le plus prestigieux qu'on ait en Ontario. En 2005, toujours prix littéraire Le Droit et finaliste pour le prix des lecteurs de Radio-Canada pour Ibn Khaldoun, L'honneur et la disgrâce en 2003, prix du Livre d'Ottawa, finaliste du prix des lecteurs Radio-Canada pour Amina et le Mamelouk blanc en 98, finaliste du prix Trillium. Alors vraiment, avant de l'inviter à monter sur scène, je pense qu'on peut l'applaudir très chaleureusement pour toutes les magnifiques publications. Avant d'inviter Jean à monter sur scène, je vais simplement prendre le temps de remercier également nos partenaires médiatiques, Unique FM, qui reçoivent le jour de la croisée des mots, ils reçoivent l'auteur en entrevue en après-midi dans l'émission du retour, ainsi que TV Rogers qui reçoit en avant-midi l'auteur également. On me mentionne que les enregistrements ou des croisées des mots sont présentés à l'émission Podium. Alors, celle de Lisa Lheureux a déjà été présentée. Elle devrait se retrouver là, sur YouTube dans les prochains jours. Et puis, ça va aller comme ça là, pour chacun des événements. Alors, sur ce, j'invite Jean Mossen-Famille à venir faire un bout de lecture. Bonsoir les amis. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point je suis ravi de vous voir tous et toutes ici ce soir. La plupart d'entre vous, sinon toutes et tous, vous êtes des visages amis et cela me fait chaud au cœur de passer ce moment avec vous. Avant de lire brièvement un texte de mon dernier roman, je voudrais remercier toutes les associations et les organisations qui ont rendu cet événement possible. Évidemment, Yves Turby de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, Archives Canada, la Bibliothèque publique du Canada, la Nouvelle Scène. Ai-je oublié? Non, je pense que j'ai mentionné toutes les bonnes personnes qui se sont occupées d'organiser cette soirée. Je voudrais aussi remercier particulièrement mon épouse qui est ici et qui m'accompagne toujours. M'accompagne, ça ne veut pas dire qu'elle vient avec moi là, mais qu'elle me redresse quand l'arbre penche un peu, etc. Bon, etc. Je voudrais vous lire un passage de mon dernier roman qui s'appelle La Sultane dévoilée. On a mentionné que je fais des romans historiques. Celui-là penche plutôt vers la biographie romancée. C'est l'histoire d'une femme qui a véritablement existé, mais dont on connaît seulement la vie publique. Et autour de sa vie publique, j'ai évidemment créé toute une série de personnages inventés par l'imagination de l'auteur. La scène que je vais vous raconter se passe en 1250. C'est la grande époque des croisades. Les Francs, comme on appelait les Français à l'époque, les Francs voulaient venir au Moyen-Orient pour libérer Jérusalem de l'emprise des musulmans. Et la 7e croisade a été menée par le roi de France qui était Louis IX, devenu plus tard Saint-Louis. Et Louis IX voulait, avec ses chevaliers, débarquer en Égypte, s'emparer de l'Égypte, puis aller par l'arrière, par le Sinaï, coincer les musulmans à Jérusalem. Il descend en Égypte et il se précipite vers le Caire
Et en chemin sur les rives du Nil, il rencontre une petite ville qu'il devait prendre d'assaut avant de pouvoir continuer. Et ma scène se déroule dans cette petite ville qui s'appelle Mansoura. C'est une histoire qui a existé, c'est une bataille qui est réelle, qui est historique, qui est cruciale dans l'histoire des croisades, mais ce que j'y raconte, c'est un peu crucial dans le cerveau de Jean. Avant que je commence, deux mots qui ne sont pas courants dans notre vocabulaire quotidien pour que vous les compreniez. Il y a le mot mamelouk, qui était une espèce de caste de guerriers mercenaires qui s'étaient mis au service du sultan d'Égypte, un peu comme les samouraïs au Japon, ou les gens de la Légion étrangère en France aujourd'hui. Et puis il y a le mot moucharabié qui existe en français, qui veut dire une fenêtre dont les lattes sont faites de telle façon que les femmes qui sont derrière peuvent voir la rue, mais dans la rue on ne peut pas voir les femmes. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas voir les femmes. Un dernier mot. Celui qui raconte ici, c'est l'eunuque en chef. C'est un homme qui est un eunuque et qui est responsable de toutes les femmes dans le harem de la sultane. La bataille vient de commencer. Je descendis dans la rue. Je connaissais maintenant la rue principale ainsi que les ruelles et les venelles de Mansoura. Je me faufilais entre des maisons, me dirigeant vers l'entrée de la ville d'où parvenait une clameur indistincte. Le bruit augmentait de plus en plus. C'était des cris, des appels, des gémissements. Je m'apprêtais à passer d'une venelle à l'autre quand je dus me rendre précipitamment dans un renfoncement de porte. À l'autre bout de la ruelle, je voyais un guerrier franc qui s'avançait avec prudence, portant casque et cotte de maille, une lourde épée en main. J'étais atterré. Les Francs étaient maintenant dans la ville, infiltrés partout. En tâchant de rebrousser chemin, je vis en effet au détour d'une rue ou de l'autre d'autres guerriers francs. Certains, déjà assurés de leur victoire, ne prenaient même plus de précautions. Ils avaient déployé des étendards qu'ils brandissaient bien haut, frappaient de leurs épées sur leurs boucliers et s'avançaient de plus en plus à découvert. Pour ma part, je reculais aussi rapidement que je le pouvais. J'avais hâte d'informer la sultane Chagartedor et je me promettais d'être, cette fois-ci, plus insistant pour qu'elle fuie la ville. J'arrivais à un carrefour important au croisement de la voie principale et d'une large rue. J'inspectais attentivement les environs car je craignais de traverser cet espace découvert quand j'entendis au loin un son que je connaissais, un roulement de tambour que j'avais entendu maintes fois quand les Mamelouks s'entraînaient à leur manœuvre. Je vis bientôt déboucher dans la place un bataillon serré de Mamelouks. À leur tête se trouvait l'émir Baybars, seul, plusieurs pas en avant de ses hommes, comme pour narguer les adversaires et leur lancer un défi. Bientôt, des rues avoisinantes, des groupes de Francs sortirent, se rassemblèrent et se lancèrent à l'assaut des Mamelouks. Une mêlée furieuse s'ensuivit qui dura un temps qui me parut infini, pendant que je me cachais derrière le mur branlant d'une maison en ruine. Les Mamelouks finirent par repousser les Francs dont les rangs se disloquèrent et qui s'éparpillèrent dans les ruelles avoisinantes. Les Mamelouks commençaient à peine à pousser des cris de victoire lorsqu'on entendit, au-dessus du tintamarre de la bataille, un bruit curieux. C'était un mélange de you-you strident et de métal qui s'entrechoquait. Je levai les yeux pour découvrir d'où venait ce vacarme. Ce que je vis me cloua sur place. Les moucharabiers des maisons qui entouraient la place et donnaient sur les rues avoisinantes s'entr'ouvraient les unes après les autres. Des femmes s'y penchaient et, par Allah, certaines avaient la tête découverte. Elles lançaient des you-you et criaient des invectives aux Francs en dessous d'elles. Puis l'une, puis une autre, puis toutes les femmes
se mirent à lancer des ustensiles sur les soldats ennemis, des marmites, de lourds pilons et de massifs mortiers, de petits meubles en cuivre. Et quand un objet particulièrement lourd tombait sur la tête d'un franc, on entendait un cri terrible. L'homme s'écroulait sur la terre battue ou se traînait en gémissant pour s'éloigner de cette pluie mortelle qui tombait des maisons. Elles balancèrent également dans les rues de gros paniers et des planches de bois. Les chevaux de la cavalerie ennemie trébuchaient sur ces obstacles improvisés, jetant à terre leurs cavaliers. Les femmes semblèrent bientôt à court de munitions. J'en conclus qu'elles avaient lancé dans la rue tout ce qui avait pu leur tomber sous la main. Peut-être cet acte de courage accompli, allaient-elles se retirer dans leurs intérieurs et fermer leurs mouchoirs habillés. À ma grande surprise, elles reparurent au bout de quelques minutes et se mirent à déverser de l'eau chaude sur toute ombre qui bougeait dans la rue. J'en reçus moi-même quelques gouttes et je me dis que les ennemis qui en étaient aspergés devaient maudire cette morsure brûlante qui leur tombait du ciel. J'étais partagé entre l'admiration et la stupéfaction. Ces femmes témoignaient d'un courage étonnant et, ma foi, aidaient sûrement nos guerriers dans leur combat contre les infidèles. Mais elles se montraient à visage découvert. Certaines même n'avaient même pas leur voile et on pouvait voir leurs cheveux, leur bouche. D'autres, dans l'excitation du combat, se penchaient en dehors du mouchoir habillé et à un moment ou à l'autre, on entrevoyait leur cou, leurs bras, un éclair de peau ivoire. Jamais, au grand jamais, nos femmes n'avaient osé se dévergonder ainsi. De toute ma vie, je n'avais vu une seule femme se découvrir le visage en public. Quant à dévoiler ses cheveux, montrer ses avant-bras, un bref moment, j'admirais une silhouette mouvante et je me dis que nos femmes étaient bien séduisantes. Par la suite, je me secouai. Ce n'était pas le moment de rêvasser. Allaient-elles enfin se retirer dans leurs intérieurs, fermer leurs mouchoirs habillés et retrouver un minimum de décence en se couvrant la tête et le visage? Eh bien non, elles poursuivaient le combat à leur manière. Un bref moment, je me dis que ces femmes, semblables à celles que je surveillais moi-même au harem, que j'emprisonnais entre 4 murs, se montraient aussi courageuses, aussi déterminées, aussi solidaires dans leur action que les hommes. Merci. Bonsoir Jean-Famille, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. J'ai vraiment aimé l'extrait que vous avez lu. On aura le temps d'y revenir sans doute un petit peu plus tard. J'aimerais commencer du début. Vous êtes né au Caire en 1942. Oui. C'est en 1968, donc à l'âge de 25-26 ans à peu près, que vous émigrez au Canada. Oui. Qu'est-ce qui vous a mené ici? Ça n'étonnera pas beaucoup de personnes d'apprendre que c'était des circonstances strictement politiques. Mm-hmm. J'étais reporter dans une agence de presse internationale, à l'agence France Presse en fait, et j'avais une excellente job. Je venais de me fiancer à ma femme. On avait commencé à préparer la maison où nous allions vivre. Nous avions l'intention de vivre, c'était notre pays, nous y étions attachés et tout. Et puis il y a eu la guerre de 67 qui a été pour moi un bouleversement inouï. J'étais aux premières loges de la guerre et j'ai vu dans la méprisable défaite subie par les Égyptiens que le système était pourri de l'intérieur, qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait des choses qui n'auraient pas permis à un jeune homme comme moi et à ma femme qui finissait ses études universitaires d'avoir une façon de contribuer positivement à la société.
Du jour au lendemain, je peux vous dire, le 5 juin 67, nous étions en train de décorer notre futur appartement. Le 11 juin, 6 jours après, Adèle et moi, nous nous sommes dit, nous allons émigrer. Et vous avez choisi le Canada. Oui. Vous étiez déjà donc journaliste à l'époque. Vous aviez déjà commencé votre carrière dans un domaine qui demande que l'on écrive. Oui. À ce moment-là, pensiez-vous devenir romancier un jour? Non, mais j'aimais beaucoup écrire. L'écriture est pour moi ma respiration. Mm-hmm. L'écriture, c'est-à-dire c'est cette forme de communication, est pour moi quelque chose qui est central dans ma vie personnelle, familiale, professionnelle et littéraire. Parce que vous avez connu une carrière ici, entre autres au sein de la fonction publique. Vous n'avez jamais arrêté d'écrire. Vous vous y consacrez quand même un peu plus, je dirais, depuis une 15-20 d'années à peu près. Pas tout à fait. Pendant l'essentiel de ma carrière dans la fonction publique, j'ai quand même écrit de nombreux ouvrages, tout d'abord des essais. Mm-hmm. J'ai écrit un grand nombre d'essais dans les années 70 et ensuite un premier roman pour jeunes dans les années 80, au tout début des années 80, et puis ensuite mon premier roman pour adultes, Amina et le Mamelouk Blanc, je l'ai écrit quand j'étais très occupé dans la fonction publique à la fin des années 80 et il avait été rejeté par tous les éditeurs à qui je l'avais soumis et il est resté dans un tiroir jusqu'à ce qu'un nouvel éditeur accepte de l'éditer 8 ans plus tard. Ah oui? Oui. C'est drôle comment ces choses-là arrivent. Mais donc, vous passez d'un ancien protectorat britannique à un ancien dominion britannique. Voilà. C'est pas par amour pour les reines, je pense, parce Non. que c'est les sultanes que vous préférez. Oui. Mais comme les reines, les sultanes, il n'y en a pas eu beaucoup. Justement, Non. parlez-nous de Shagara Teldor. Comment est-elle devenue sultane, sans tout dévoiler, là, la trame narrative de votre roman? Bien, écoutez, pourquoi j'ai raconté l'histoire de Shagara Teldor? C'est bien simple. C'est une femme tellement inouïe, tellement extraordinaire, qui avait des talents tellement différents, j'ose dire, que je le dis dans le cas, enfin, mon éditeur le dit dans le 4e de couverture du roman, c'est la seule femme. Je dis la seule femme dans l'histoire du monde arabo-musulman, j'insiste sur arabo-musulman parce qu'il y a des musulmans qui ne sont pas arabes, qui ait été chef d'État. Et elle a été au XIIIe siècle. Mm-hmm. Et donc, pour dépasser les interdits de la culture, les interdits de l'homophobie, etc., elle avait des talents, un caractère extraordinaire, une intelligence, une finesse, une perspicacité, sans parler de son charme physique qui était apparemment très grand aussi. Mm-hmm. Alors, c'est la combinaison de tout ça qui lui a permis à un moment donné de saisir un moment charnière dans l'histoire. Et je dis ça parce que c'est important. On se révèle dans les moments charnières. Oui. Et les croisades, c'était un moment charnière. Et les musulmans d'Égypte qui se battaient contre les Francs, c'est-à-dire les Européens, essentiellement les Français, mais pas exclusivement, étaient sur le point de perdre la bataille. Et il a fallu que cette femme leur redonne courage et ensuite prenne le pouvoir pour pouvoir... bon, voilà. Mm-hmm. Elle vous a séduit, donc? Oui. Pas juste les hommes de son époque? Oui. J'en rêve pas la nuit, mais enfin, quand même. Ben, quand même. Mais depuis quand caressez-vous ce projet, justement? Depuis le moment où j'ai... Vous me posez une question, vous me permettez juste... Oui, je vous en prie. Je n'écris de livres que quand il y a ou un personnage, ou une personne, ou une période qui me prend aux tripes. Je n'écris pas un livre parce que... C'est pas pour la richesse et la gloire, c'est ce que vous dites. Non, ce n'est pas pour... Il faut que je sois... J'ai déjà dit ça à plusieurs reprises à mes amis. Il faut que je sois passionné par une personne ou un moment, ou un siècle, ou un moment charnière dans l'histoire pour pouvoir me mettre dans la rédaction d'un ouvrage qui est, comme tous mes amis et collègues et confrères et consoeurs, écrivains ici le savent, qui est un travail
un travail inouï. Il faut travailler très, très, très fort. On me dit quel est le secret. Vous connaissez la formule. Le génie, c'est 98% de travail et 2% de talent. Alors, il faut travailler 98% du temps. Et quand je me mets dans un roman, c'est comme si j'étais au bureau. Je me lève, je me douche, je me rase, je descends à mon bureau et je passe la journée là. Oui, avec des heures supplémentaires? Pas payé. Oui. Mais combien de temps cela vous a-t-il pris, justement? Vous avez travaillé à ce roman pendant combien de temps, à peu près? Un roman? Celui-là, La Sultane dévoilée. Celui-là, 2 ans. 2 ans? 1 an et demi de recherche. Oui. Et une fois que la recherche est faite, c'est très curieux comme phénomène. La recherche, je vais un peu comme à la pêche, n'est-ce pas? On essaye de... Il y a quelques documents. Cette reine en particulier a fait l'objet de documents chez des historiens européens, des historiens français, des chroniqueurs de l'époque. Joinville, le grand chroniqueur qui était un des compagnons de Saint-Louis, de Louis IX, a parlé de cette sultane dans ses écrits. Mais du côté arabe, on a très peu parlé d'elle, pour des raisons que l'on comprend et que l'on devine. Parce que c'était une femme. Parce que c'était une femme. Alors, j'ai fait la recherche, et au fur et à mesure que la recherche se fait, des idées me viennent à l'esprit, des petits bouts se forment. Par exemple, vous lisez ça, et il est clair que cette femme a vécu tout d'abord, elle a vécu toute sa vie, dans un harem. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un harem? C'est passionnant de le savoir. Alors, il faut chercher, parce qu'il n'y a pas de... Il y a quelques livres qui parlent des harems, mais il n'y a, à ma connaissance, qu'un ouvrage ou deux, en français ou en anglais, qui raconte la vie des femmes dans les harems. Bon, alors il faut aller à la pêche, il faut lire des chroniques de l'époque, etc. Et une fois que la recherche est terminée, j'ai en gros mon roman dans la tête, dans l'esprit. Je sais comment il va commencer. Oui. Je sais presque toujours comment il va se terminer. Dans celui-là, je n'avais pas de difficulté, je connaissais la fin. Et puis, je me mets à écrire, et il arrive de temps en temps que l'espèce de programme que j'avais dans l'esprit se trouve bouleversé par des choses tout à fait inattendues, quelquefois des femmes, souvent des femmes. Par exemple, dans mon premier roman, j'avais toute l'histoire, ça marchait très bien, etc. Puis il y a eu une Italienne venue de je ne sais pas trop où, là, qui est intervenue dans le roman, et elle s'est imposée, là, et voilà, l'Italienne a pris sa place. Dans ce roman-ci, dans La Sultane dévoilée, il ne restait pas beaucoup de place pour d'autres femmes parce que Chagra Teldor, elle en prend de la place justement auprès de ses époux successifs. Quand je disais qu'elle était séductrice, c'est une façon aussi pour elle de s'assurer un certain contrôle. Oui, elle était, comme je vous l'ai dit, elle avait un charme fou et elle a réussi à subjuguer un nombre assez important de personnes, de souverains. Et je ne sais pas si nous dévoilons quoi que ce soit en disant qu'elle a commencé sa vie comme esclave. Passer du statut d'esclave au statut de sultane, de femme qui dirige une nation musulmane qui comprend ce que nous appelons aujourd'hui l'Égypte et la Syrie, c'est inouï. Et qui avait l'intelligence et qui avait le doigté pour le faire, effectivement. Voilà. Vous racontez l'histoire par l'entremise de 2 personnages, Osman d'une part et Aïcha d'autre part. Évidemment, ce sont des personnages fictifs. Mais parlez-nous de ces 2 personnages. Vous racontiez que, bon, vous disiez un petit peu plus tôt que vous faisiez votre recherche et puis bon, il y avait des bribes comme ça qui vous arrivaient. Est-ce que ces 2 protagonistes étaient déterminés d'avance pour vous? Comment ils se sont... Oui, ils étaient déterminés. Qui ils allaient être, quelle fonction ils allaient avoir, ça c'est venu après. Mais le fait qu'il y ait 2 protagonistes est une chose que j'ai découverte très rapidement quand j'ai commencé à écrire des romans. Mon tout premier roman, j'y pensais pas, c'était pas une idée, une tentative préconçue de faire cela, mais je me suis rendu compte en pensant au roman et en écrivant le roman qu'il y avait un héros français, enfant de la Révolution française. Puis il y avait une femme égyptienne, paysanne égyptienne.
Et je me suis dit, comment ces deux personnes voient la réalité? Est-ce que la réalité est quelque chose de fixe? Est-ce que la réalité est carrée, solide, sans bavure? Est-ce que ce que vous voyez, vous, et ce que je vois, moi, est-il la réalité? Non. La réalité est quelque chose qui est filtré à travers nos yeux, nos émotions, notre vie, etc. Je n'ai pas besoin de vous dire cela. Et alors, je me suis dit, cette femme qui était une analphabète et cet homme qui était un soldat de Bonaparte, comment ils ont vu ce qui s'est passé pendant ces années cruciales qui étaient la fin de la Révolution française et puis quand ils sont venus ici pendant la période le combat des patriotes, ils ont fait la connaissance de Papineau, etc. Comment ils ont vu cette réalité à travers le filtre de ce qu'ils sont? Et peu à peu, les deux ont commencé à parler différemment de la même chose, du même édifice, de la même campagne, du même discours, etc. Et ensuite, mon deuxième roman, j'ai un peu raffiné cela à partir de mon troisième roman, qui est L'agonie des dieux. J'avais trouvé le truc. Il y a toujours deux façons de voir la chose. Ça enrichit la réalité. Oui. Parce que si moi je décris cette salle aujourd'hui, je ne sais pas, je ne verrai peut-être pas que cette couleur est particulièrement apaisante, je ne sais pas. Mais si vous la décrivez, vous diriez peut-être cela. Et alors oui, j'avais l'intention qu'il y ait deux personnes qui racontent. L'un qui voit cette femme de l'extérieur, en fait, ils ne peuvent pas la voir de l'extérieur parce qu'elle était prisonnière du harem. Mais l'un qui est un homme, l'autre qui est une femme. L'un qui voit la politique, l'autre qui voit le psychologique. Oui. Et ça permet d'arrondir le roman. Oui. Et l'une, donc, qui est au harem, et l'autre qui est un eunuque, donc, qui est en charge, justement, des femmes. Du harem. Justement, vous parliez dans votre recherche qu'il n'était pas facile de savoir ce qui se passait dans les harems. Comment vous avez fait pour peindre un petit peu la réalité, là, comment vous l'entrevoyez? Il y a quelques ouvrages qui traitent de harem. Une petite anecdote. Le dernier harem connu, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui des harems. Je ne le sais pas. Il y en a peut-être. Moi non plus. Non, mais il y en a peut-être en Arabie Saoudite, je ne sais pas, je ne le sais pas. Mais le dernier harem qui est inscrit dans l'histoire, c'est celui des derniers sultans turcs. Vous savez que l'Empire turc s'est effondré au cours de la Première Guerre mondiale en 1917. Et le dernier sultan avait un harem que l'on peut visiter encore aujourd'hui. Ceux qui sont allés à Istanbul, vous le savez, il y a le palais du sultan et on vous amène dans le harem du sultan. Et l'eunuque en chef de ce sultan était un personnage qui était tellement intelligent, tellement fin, qu'il avait été le conseiller du sultan jusqu'à la fin de la vie du sultan. Et il est mort en 1936. Et on a une photo de cet homme, qui est la dernière photo d'un eunuque officiel dont on dispose officiellement. Oui, bon, il avait atteint les plus hautes sphères auxquelles il pouvait aspirer, mais voilà. Quand même, il avait connu un sort assez malheureux pour en arriver là. Oui. Les gens étaient assez impitoyables quand même à l'époque de Chagarat el-Dor. Vous avez justement parlé de ces attaques de la croisade, c'était la 7e, il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après. Oui. Quand on lit votre roman, comme n'importe quel roman qui se déroule à l'époque médiévale, finalement, on se rend compte que les gens sont impitoyables, sont cruels même. Il y a certains de vos personnages qui, on ne dévoilera pas lesquels, mais connaissent un sort tout à fait cruel. Oui. Écoutez, vous avez dit au Moyen-Âge, est-ce que nous ne sommes pas cruels en 2019? J'étais pour vous demander, justement. Est-ce que quand on se compare, on se console ou pas encore? Non, on ne se console pas, parce qu'il y a des horreurs que les médias nous assènent à tout bout de champ, aujourd'hui comme à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, les horreurs, ça se fait avec des bombes et des camps de concentration. À l'époque, ça se faisait avec des épées et des flèches. Mm-hmm. Et le sort des eunuques est une histoire très curieuse. L'eunucat, le système des eunuques,
n'est pas une invention de cette époque-là. Ça a existé depuis, du peu que j'en sais, depuis toujours. Et vous savez qu'il y a eu des eunuques en Occident jusqu'au fin 18e, peut-être début 19e, on les réduisait à l'état d'eunuque pour leur permettre de chanter le soprano les castrats. Que les hommes, les castrats. Voilà, oui. Les castrats, c'est des eunuques. Voilà. Mm-hmm. Oui, effectivement, comme vous dites, bon, on peut peut-être pas encore se consoler, mais vous avez étudié Rousseau et Voltaire. Oui. Est-ce que vous pensez que l'homme est bon naturellement, justement? Non. Ah. Non. D'ailleurs, Rousseau, à ce moment-ci, je pense que les qualités de Rousseau et ce qu'il nous a donné sont énormes, mais je pense que sur ce plan-là, la fameuse querelle entre Rousseau et Voltaire, l'homme est bon par nature et l'autre qui dit non, c'est la société qui le pourrit, etc. Je ne prends pas de bord, mais j'ai quand même suffisamment admiré Rousseau et Voltaire pour travailler beaucoup là-dessus. Effectivement, mais je pense que ça transparaît un petit peu dans vos romans. Je vais retourner à la question de Chagarat Eldor, de ces femmes en politique, justement. Je disais que, bon, on était impitoyable et cruel jadis, et je disais que, bon, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes en politique. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Oui. Mais est-ce qu'on leur réserve un sort qui est généralement pire qu'aux hommes? Est-ce qu'on leur demande d'en faire plus? Est-ce qu'on est plus dur envers les femmes en politique aujourd'hui? Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. C'est curieux que vous me posiez cette question. Je lisais ce matin dans un magazine que je reçois un article qui m'a surpris, pas surpris, mais je ne savais pas qu'on avait fait une recherche là-dessus. Alors, on avait fait une recherche sur les femmes qui dirigent des corporations et les femmes qui sont chefs d'État. Et dans les deux cas, et particulièrement dans le domaine des corporations, parce que ça, c'est tout à fait nouveau. Les femmes qui sont politiciennes, on connaît Madame Thatcher, Madame XYZ, mais comme chef de corporation, apparemment qu'elles ont beaucoup plus de succès, que leurs corporations ont beaucoup plus de succès. Et les femmes aussi, qui sont des chefs d'État, dirigent, d'après cette recherche, je n'ai pas vu les facteurs qu'ils ont étudiés pour arriver à cette conclusion, mais d'après cette recherche, les pays qui sont dirigés par des femmes ont un sort meilleur, semble-t-il. Alors, moi, je vous propose que nous allions tous nous enfermer dans des harems. Nous, tous, c'est-à-dire nous les messieurs. Oui, voilà, effectivement. Et les laisser nous diriger là. Ouais, peut-être ça pourrait aller mieux. On va revenir à l'époque médiévale parce que vous avez aussi mis en scène le philosophe Ibn Khaldoun dans un roman précédent. Bon, lui, c'était à peu près 150 ans plus tard, je pense, mais je pense qu'on est encore dans ce qu'on peut appeler l'époque médiévale. Est-ce que c'est une période qui vous fascine plus qu'une autre? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. Encore une fois, c'est plus le personnage qui est venu vous chercher? C'est la chose qui m'a cherché. Je vais partager avec vous un souvenir d'adolescence. Allez-y. Enfin, je n'étais pas adolescent, j'étais tout jeune homme. Et avant de travailler pour l'agence France Presse au Caire, je travaillais pour un petit magazine de rien du tout. Et le patron de ce magazine m'a dit un jour, j'avais 21 ans, il m'a dit il y a un congrès international au Caire sur Ibn Khaldoun, tu vas aller passer 3 jours là-bas, tu vas suivre ce qu'on dit dans ce congrès et tu vas nous écrire un article. J'arrive là-bas, je vois dans une grande salle toute une série de savants européens, arabes, arabophones, etc. et des savants, beaucoup d'Allemands. Les Allemands se sont toujours intéressés. Les Allemands, la contribution de la culture allemande à la connaissance est inouïe. Et ces Allemands parlaient beaucoup d'Ibn Khaldoun en allemand. Moi, je ne comprenais pas un traître mot, mais je les entendais tout le temps dire prolégomène. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi des prolégomènes? J'ai appris que les prolégomènes, ça veut dire l'introduction à quelque chose et que c'était l'œuvre centrale de ce savant.
Et maintenant, on ne dit plus prolégomène parce que plus personne ne comprend le mot. On l'appelle l'introduction d'Ibn Khaldoun. Alors, c'était resté là. J'avais oublié le bonhomme. Un beau jour, je me suis dit, quand en Occident, dans les classes cultivées, on parle de savants de la culture arabe, il y a toujours deux noms qui viennent, toujours. Avicenne et Averroès. Avicenne en arabe c'est Ibn Sina et Averroès Ibn Rushd. Avicenne c'était un très grand médecin du 8e ou du 9e siècle. Il est le fondateur de beaucoup de choses, et notamment, ce qui nous rejoint aujourd'hui, le fondateur de la prophylaxie, c'est-à-dire du nettoyage, n'est-ce pas? Il faut être propre pour pratiquer la médecine. Ce qu'on avait oublié en Occident, etc. Oui, jusqu'à relativement récemment quand même. Oui. Et puis, Ibn Rushd, Averroès, qui vivait en Espagne, dans l'empire musulman d'Espagne, lui, il avait fait le lien entre l'aristotélisme grec et la civilisation européenne de la Renaissance. Il avait écrit des livres où il commentait les... Alors, on connaît leurs noms et on les a francisés. Avicenne, Averroès. Mais je me suis dit, Ibn Khaldoun, il est aussi connu, il est aussi pas connu, il est aussi important. Alors j'ai fait une recherche et j'ai découvert que Ibn Khaldoun était très peu connu en Occident jusqu'au XIXe siècle, parce que ces ouvrages, qui sont des ouvrages colossaux, comme ça, avaient été perdus, et on a retrouvé un des manuscrits de son introduction, c'est Prolégomène, que dans le deuxième tiers du XIXe siècle, et ce sont des Français, les Français étaient très forts pour découvrir tout ça, et c'était un savant français qui avait découvert cela et qui l'avait traduit de l'arabe en français. Mais il n'avait pas été suffisamment francisé pour qu'on lui donne un nom français. Alors, les gens ne connaissaient pas Ibn Khaldoun. Et moi, j'avais découvert qu'Ibn Khaldoun était bien avant les savants italiens, bien avant, j'oublie son nom, pardonnez-moi, le savant qui a créé le Prince, bien avant Machiavel. Ibn Khaldoun avait créé la science politique et la sociologie. Deux sciences qui sont essentielles pour la compréhension de l'humanité. Et personne ne le connaissait. Alors j'ai décidé de faire un roman, parce que si on dit aux gens, allez lire son introduction, et l'introduction à son histoire de l'humanité. Il a écrit quelque chose qui s'appelle l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité en arabe comprend entre 3 et 3500 pages. Son introduction comprend 800 pages. L'introduction comprend 800 pages. Si je vous disais, allez donc lire l'introduction d'Ibn Khaldoun, vous me direz... Alors, c'est toujours mieux de raconter quelque chose sous forme romanesque. Ça reste ici mieux qu'autrement. Et justement, vous aimez peut-être ces oubliés de l'histoire, parce que Shagarat Eldar, c'est un petit peu pareil, dans la mesure où on l'a oublié. Vous dites effectivement qu'on l'a un petit peu redécouverte, mais que dans les pays arabo-musulmans, on l'avait un petit peu écartée, malgré le fait qu'elle n'a pas régné longtemps, mais on avait même frappé des pièces de monnaie qui contenaient son nom. Elle avait réussi à laisser sa marque à ce moment-là, mais finalement, elle a été écartée assez vite. Absolument. Non seulement on avait frappé des pièces de monnaie en son nom, on faisait la prière du vendredi dans les mosquées en son nom. C'est la première et dernière fois que un nom de femme a été dit dans une prière publique, parce que dans les mosquées, on commence la prière en remerciant Allah, Dieu, des dirigeants qu'il nous donne. Quand vous relisez votre roman, de quoi êtes-vous le plus fier? Par exemple, de cette scène que j'ai lue, oui. La peau ivoire des madames, c'est... Qu'est-ce qui vous intéressait le plus? Je lui ai dit de quoi êtes-vous le plus fier? Mais je prends votre réponse quand même. Et puis, encore une fois, je crois
ce que j'aime dans mes romans, c'est de montrer comment, dans les moments difficiles, dans les périodes difficiles de l'histoire, c'est le moment où l'esprit humain peut se montrer sous son meilleur jour, ou son pire. Oui. Mais l'esprit humain peut surmonter les difficultés. Et pour cela, si on passe notre temps, vous et moi, n'est-ce pas, aller au travail, à retourner en maudissant le train d'Ottawa ou je ne sais pas trop quoi, et puis on prend un petit verre, puis on rentre dormir et on recommence le lendemain, on est peut-être tranquille, mais c'est plate. Mais si on est confronté à une difficulté majeure, un chagrin épouvantable, etc., ou une guerre qui nous tombe sur le nez, et que nous arrivons à surmonter cela et à contribuer de façon à le dominer en nous, chez nous et autour de nous, et à aider ceux qui sont autour de nous, je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime souligner dans mes romans. D'où, je vous ai dit, je choisis des moments charnières. Mais tous mes romans se passent à un moment, à une période où le monde bascule, l'univers bascule. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est intéressant parce que ça vous donne une matière romanesque, mais une matière aussi à célébrer ce que j'aime bien dire, célébrer la résilience de l'esprit humain. Le monde bascule à l'échelle macro dans votre roman, dans celui-ci en particulier, il bascule à l'échelle micro aussi, parce que vous avez une protagoniste qui tombe amoureuse, justement, malgré le fait que ça lui soit complètement interdit. Quand vous dites qu'effectivement, il y a des choses qui se passent qui nous font prendre des décisions parfois, Aïcha, elle, justement, elle prend des décisions, encore une fois, je ne veux rien dévoiler, mais pas des décisions faciles, justement. C'est un roman d'amour ou c'est autant que c'est un roman historique? Bien sûr, il n'y a pas un roman qui réussisse s'il n'y a pas une belle histoire d'amour là-dedans. Et ce n'est pas un truc littéraire, c'est le fond de notre vie. Nous vivons parce que nous aimons. Je pense, je le crois. Je veux dire, ça peut être un amour sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Mais un amour entre deux adultes est pour moi aussi une forme éminente de ce que c'est que l'amour. Et vous savez que les lecteurs de romans sont surtout des lectrices. Les dernières statistiques nous indiquent que les romans sont lus à 63% par les femmes et 37% par les hommes. Donc, est-ce que vous pouvez écrire un beau roman qui attire ces madames si vous n'y mettez pas une belle histoire d'amour? Ah. Je sais pas, on peut faire un sondage ici. Je ne sais pas c'est quoi la proportion. 63-37, oui, à vue de nez comme ça, je pense que vous frappez à peu près dans le mille. On fera un sondage après, on verra ce qu'elles en pensent. Je reviens au début de votre carrière, vous avez été journaliste. Oui. Donc vous êtes romancier. Le fait que vous ayez été journaliste, est-ce que ça vous aide avec la mise en récit, avec ce qu'on appelle le storytelling? Parce qu'il y a beaucoup de ça quand même quand on fait du journalisme, non? Oui, il y a une question de relater les faits, mais il faut toujours aller trouver la façon d'accrocher le lecteur. Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a des techniques que vous avez apprises jadis dont vous vous servez encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question. Je n'arrive pas à faire le transfert entre ce que j'ai écrit comme journaliste et ce que j'ai écrit ensuite comme auteur. Je vais quand même vous dire que j'ai compris très rapidement qu'un texte doit être très clair pour que vous attiriez l'attention de vos lecteurs et que vous reteniez surtout cette attention-là. Donc, mes articles étaient clairs. Et j'essaye d'avoir aussi la même clarté dans mes romans. Alors, peut-être que ça s'est affiné quand j'ai écrit mes articles. J'ai compris, par exemple, que le début d'un article de journal devait être percutant et vous laisser qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et ça, c'est une technique que j'ai adoptée. Vous savez, j'ai le privilège et l'honneur de donner de temps en temps des séminaires d'écriture. Et j'insiste toujours, quand je donne ces séminaires, à des gens qui veulent écrire. Souvent, c'est des gens qui veulent écrire pour eux,
pour leur famille. Ils ne veulent pas faire de grandes carrières, mais ils veulent écrire. Et j'insiste pour leur dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le début du roman, pas l'exergue, L'amorce. l'amorce, mais ça a un nom technique qui va me revenir là. L'incipit, l'incipit et l'excipit. Alors, oui. L'incipit, c'est la première phrase. C'est la première phrase. Vous connaissez, on connaît tous l'incipit de Proust dans Un amour de Swann. Longtemps, je me suis couché en retard ou quelque chose comme ça. Et bon. De bonheur. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Et moi, un de mes incipits, c'était Marcus, un de mes héros, voyait Amina s'avancer nue devant lui. Oh, tout le monde dit hey, ça s'annonce bien. On va découvrir des choses. Notre ami Jean va nous raconter des histoires. Elle est déjà dévoilée. Là, c'est pas comme la sultane. Là, elle se dévoile pas à la fin. Non. Elle était nue. Mais ce n'était pas du tout ce que mes amis pensaient. Mais l'incipit est important. L'excipit, c'est la fin du chapitre pour que vous sautiez sur le début du chapitre suivant parce que vous avez besoin et envie de connaître la suite. Un petit peu comme le lead, justement, en journalisme. Voilà. Ma dernière question, est-ce que vous travaillez déjà un autre manuscrit? Ça fait quand même quelques mois que celui-ci est publié. Avez-vous déjà eu une espèce d'épiphanie? Puis, tel personnage ou telle période historique, je vais écrire mon prochain roman? Non, je dois vous dire en toute sincérité, non, pour une raison très simple que j'expliquais plutôt à quelqu'un. Quand je publie un roman, les 6 mois qui suivent sont des mois où le roman m'habite et habite mon temps aussi. Parce qu'on m'invite à donner des conférences, à en parler un petit peu, des entrevues. Et je suis sur ma lancée. J'attends de voir comment mes amis vont m'en parler, comment mes lecteurs vont m'en parler, qui est un moment absolument essentiel. La réaction des lecteurs est un moment tellement important pour nous les auteurs. Je plaisantais avec un journaliste en lui disant que mes romans n'allaient pas se vendre comme ceux de Harry Potter. Si j'arrivais à vendre 0,001 de Harry Potter, je serais déjà tout à fait à l'aise. Mais ce qui est important, c'est quand quelqu'un vient me dire « Jean, j'ai aimé ça, j'ai aimé cette scène, j'ai appris quelque chose ». Si vous me permettez, j'ai été invité 2 fois ou 3 fois, ou je ne sais plus, à aller dans des écoles au Québec, à Montréal et dans la grande banlieue de Montréal, etc., par des professeurs d'histoire qui m'ont dit « On a lu ton roman, un de mes romans porte sur l'histoire des Canadiens français pendant la Première Grande Guerre. » Et ils ont fait lire ce roman à leurs élèves. Ils m'ont dit « Les enfants, les élèves, c'était du secondaire, ont appris bien mieux l'histoire en lisant un roman qu'en lisant des dates, etc. » Alors, ça c'est un bonheur difficile à décrire. Jean Famille, j'ai aimé votre roman. Merci beaucoup. Merci. Chose promise, chose due. Il nous reste quelques minutes. Je vous ai réservé quelques minutes, mesdames, messieurs, surtout que vous êtes très nombreux et nombreuses ce soir. Si jamais vous voulez poser des questions, allez-y. Moi, j'aimerais savoir si la sultane aurait eu connaissance de la reine d'Égypte, Cléopâtre. Je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, mais... J'en doute très fort. J'en doute très fort parce que quand l'islam s'est installé en Égypte à partir du 7e, 8e et 9e siècle, le reste de l'histoire égyptienne s'est un peu fondu dans... Et il n'y avait pas de livres imprimés. Et par conséquent, Ibn Khaldoun, lui, a écrit 100 ans plus tard, et il a vaguement mentionné cette période-là, mais je suis presque certain qu'elle ignorait totalement l'existence d'une reine comme Néfertiti ou Cléopâtre.
Bien, merci beaucoup, Jean-Famille. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci de m'avoir accueilli. Ça a été extrêmement chaleureux et agréable. Et très enrichissant. Merci de nous avoir dévoilé cette sultane. Si jamais vous n'avez pas lu le roman, il est disponible. D'ailleurs, j'attire votre attention vers la table juste ici où se tient Yves. Il y a des romans que vous pouvez acheter, dont des romans de Monsieur Famille, dont La Sultane dévoilée. Il y a aussi le roman Sans capote ni Kalachnikov de Blaise Ndala, qui est lauréat du prix Émergence AAOF. Ça a été remis le mois dernier. Il y a aussi le dernier roman d'André Christensen, qui a été couronné par le prix du livre d'Ottawa. Ça aussi, c'est disponible. Vous pouvez aussi vous procurer les romans de Daniel Soa. Pourquoi lui en particulier? Parce que c'est lui que je recevrai le 21 janvier prochain. Alors, si vous avez aimé la soirée ce soir, notre compagnie à la Nouvelle-Scène, je vous invite à revenir, à être des nôtres dès le 21 janvier. D'ailleurs, je pense que toute la programmation de la Croisée des mots était sur les tables ce soir. Sinon, vous pouvez nous demander, ça va nous faire plaisir de vous donner les prochaines dates et les prochains auteurs et autrices et auteurs que nous recevrons. Mais toujours est-il que Daniel Soa, c'est le 21 janvier. Encore une fois, la formule est la même. Vers 5h30, on commence avec un petit mot de bienvenue, avec bien sûr une lecture de l'auteur, et puis ensuite une période de questions que je mène, et puis une période de questions que vous menez à votre tour. J'attire aussi votre attention vers la table de la Bibliothèque publique d'Ottawa, qui offre de nombreux services. Et puis M. Famille est parmi nous encore pour quelques minutes, si jamais vous voulez qu'il dédicace un exemplaire d'un de ses livres, ou de nombreux livres, n'hésitez pas à venir le voir. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Soyez des nôtres la prochaine fois. Dites-le à vos amis. On s'amuse toujours beaucoup ici à la Nouvelle-Scène. Merci beaucoup et bonne soirée.